Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi, c'est Christelle Aria. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de santé mentale et notamment de quelque chose qu'on peut souvent entendre qui est soit dans un sens, en Afrique, il n'y a pas de problème de santé mentale ou les Africains n'ont pas de problème de santé mentale, ce sont des choses de blancs, ou dans l'autre sens, euh, qui est souvent comment est-ce que je peux dire, la critique justement de cette affirmation. Beaucoup de gens disent que oui, les Africains n'ont pas de problème de santé mentale, et pourtant, ce n'est pas vrai, etc., etc. Euh, Ce que je voudrais souligner ici, c'est que bon, déjà, je pense que clairement, oui, bien sûr, la santé mentale, ça concerne tous les humains, qu'ils soient africains ou pas africains. Euh, voilà, je pense que c'est même pas une question. Et je dirais euh, aux personnes qui se disent encore, ou peut-être, oui, en Afrique, il n'y a pas de problème de santé mentale, il y a plusieurs choses à non seulement à peut-être comprendre dans cette affirmation, mais aussi à décortiquer, si j'ai envie de dire. La première des choses, c'est dans le monde actuel tel qu'il est, comment serait-il possible, comment est-ce possible de ne pas avoir, ne serait-ce, de ne pas développer ne serait-ce que des troubles de l'anxiété, euh, un haut niveau de stress continu, constant, ou même en constante progression, en constante augmentation, face aux incertitudes multiples euh, et accélérées et intenses face à tant de, de récits de violence, et par récits j'entends aussi bien ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, euh, partout, tout le temps. euh, Comment ne pas, enfin, comment est-ce qu'un être humain pourrait ne pas développer de troubles liés à la santé mentale en fait? Je crois que c'est la première question qu'il faut se poser avant même de dire ou de se demander si les Africains euh, peuvent avoir des soucis, des problèmes de santé mentale. Comment est-ce que cela ne serait pas possible dans le monde tel qu'il est, avec tout ce qui se passe? Euh, Aussi bien quand on voit non seulement la détérioration de la qualité et la raréfaction en quantité des ressources naturelles. Je pense notamment à l'eau. On sait que maintenant, aussi bien les océans, les mers, les ruisseaux, les cours d'eau, les fleuves, même les nappes phréatiques sont polluées. Quand on boit des particules de plastique. On sait bien, on voit bien que sur différentes radios, dans différentes analyses, on retrouve des particules de nanoplastiques, même dans le cerveau, dans le sang, dans différents organes. Euh, Comment est-ce que tout cela peut ne pas nous affecter au niveau mental en fait? Ça me semble juste illusoire. Donc, soit peut-être c'est par un manque de connaissance de tout ce qui se passe euh, dans le monde, notamment des choses importantes, notamment les ressources dont nous avons besoin pour vivre sur cette planète, donc à savoir l'air que nous respirons, à quel point est-ce que c'est pollué, même quand on vit en zone rurale, et quelquefois, surtout lorsqu'on vit en zone rurale, euh, parce que cela peut aussi correspondre à des zones agricoles qui peuvent être soumises à de fortes pulvérisations de pesticides chimiques dangereux. Quand on pense donc à l'eau, j'en ai parlé, mais quand on pense aussi à la pollution des terres, hein, la terre dans laquelle on fait pousser, on cultive les légumes ou les arbres qui vont donner, les arbres et les arbustes qui vont donner des fruits, mais aussi les plantes, les forêts, là on va justement trouver tout ce qui va nous servir pour beaucoup d'éléments qui vont nous servir pour la pharmacopée, donc pour les soins, que ce soit des soins
euh, dits traditionnels, naturels, ou même des soins chimiques. Euh, voilà, quand on voit ce dont on a besoin pour survivre, qui est directement menacé, forcément, cela entraîne le développement ou l'augmentation ou la manifestation de troubles mentaux qui peut-être existaient déjà et là sont exacerbés, sont augmentés, magnifiés. Ça, c'est une première des choses. Une deuxième des choses, c'est que ce n'est pas une nouveauté, c'est pas une invention, c'est pas une mode, c'est pas une trend. Peut-être que soit on en entend plus parler, ou peut-être parce que maintenant les personnes osent prendre davantage aussi la parole. Aussi, nous avons toutes et tous plus facilement accès à l'information, à des moyens de communication, même si ça reste encore difficile dans certaines zones. À l'échelle globale, à l'échelle mondiale, nous avons tous accès à plus de moyens de communication. Donc nous recevons plus d'informations et donc ça peut faire penser, ça peut sembler que maintenant on en parle beaucoup, ça existe beaucoup. Mais pour les personnes qui s'intéressaient déjà à ces thématiques, la quantité n'a pas forcément évolué. Il y avait déjà des données, des recherches, ça existait déjà. Et une autre chose, c'est que souvent, donc dans les langues non coloniales, dans les langues africaines, les langues vernaculaires, les langues locales, eh bien, il y a d'autres mots qui décrivent ces réalités, qui vont décrire ces troubles ou maladies mentales, qui ne vont pas forcément, les mots qui vont être utilisés donc, dans ces langues ne vont pas forcément associer euh, ces manifestations soit à une maladie, une pathologie, soit à un trouble, ou soit à quelque chose de dérangeant pour la personne ou même pour la communauté. Euh, je peux m'expliquer un peu plus en détail. Une des choses au fondement même du fonctionnement des sociétés africaines, et même d'autres sociétés de par le monde, et même des sociétés occidentales, pré-colonisatrices, je dirais, et pré-moderne, c'était la communauté, le fait de vivre en communauté. Et il était compris que vivre en communauté, ce n'est pas juste cohabiter, avoir une maison à côté des autres et se dire bonjour, etc. C'est vraiment vivre ensemble. Ça veut dire que euh, dans la manière de penser, le fait d'être en vie, le fait d'être un être humain, cela se fait et cela est possible en étant en relation, en interaction avec les autres. Donc forcément, quand la manière d'interagir d'une personne change et modifiée, eh bien ça affecte les autres membres de cette communauté qui se sentent aussi euh, concernés. Le problème ou la situation d'une personne n'est pas la situation d'une seule personne, mais la situation de la communauté, des autres membres de la communauté. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'assez important. Ce qui va, ce qui pousse à penser la question de la stigmatisation. Donc on ne va pas être dans un cadre où une personne va être forcément stigmatisée parce qu'elle a tel trouble ou telle maladie, mais on va être dans un cadre où on va regarder de manière globale qu'est-ce qui a pu changer, altérer, modifier le fonctionnement du groupe, le fonctionnement communautaire. Et donc on va regarder les différentes interactions. Et on sait, même quand on regarde d'un point de vue de médecine occidentale, que beaucoup des troubles mentaux sont exacerbés, voire dans certains cas créés, augmentés par certains types d'interactions. Je prends un exemple tout simple. Vous arrivez dans une entreprise et il se trouve que votre supérieur hiérarchique est une personne qui s'exprime en criant, uniquement en criant, sans donner d'explication, sans remercier, sans dire s'il te plaît, juste en criant, en criant, en criant. Euh, voilà, au bout d'un mois, je pense que vous pouvez vous imaginer dans quel état vous êtes. Si vous devez aller travailler 5 jours par semaine, au bout d'un mois, voilà,
ça devient, c'est juste plus possible en fait. Eh bien, ce type d'interaction, ça va forcément générer des troubles. Et là, peut-être que les troubles vont se manifester à travers une personne, mais il ne s'agit pas que d'une personne. Il y a une interaction ici qui est en jeu, en fait, qui est à questionner. Il y a une situation qui concerne au moins deux personnes. Pourquoi je dis au moins? Parce qu'il y a peut-être des témoins, des personnes qui assistent aux scènes, des personnes qui savent et qui ne disent pas, qui n'agissent pas, soit directement auprès du supérieur, soit auprès d'autres personnes, ou même en termes de se présenter comme étant personne soutien, aux côtés de la personne qui subit les cris du supérieur, de la supérieure. Voilà, il y a tout ça qu'on peut regarder en fait. Euh, et ça n'est pas anodin. Donc ça, c'est une des choses. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que donc, dans cette approche, en prenant compte de cette perspective communautaire, donc d'une situation, d'un trouble qui serait le reflet euh, d'un déséquilibre communautaire au sein de la communauté, la solution, les solutions ne vont pas concerner que la personne qui va présenter les troubles, mais la communauté, tous les membres. Comment est-ce que chaque membre non seulement a été affecté, mais aussi joue un rôle dans la présence, l'augmentation, l'exacerbération, pardon, de ce trouble. Et donc, comment est-ce qu'ensemble, on va pouvoir adopter des pratiques, mettre en place des pratiques, des processus qui vont favoriser, accompagner, permettre euh, non seulement un apaisement, euh, déjà avant même l'apaisement, de reconnaître, observer ce qui se passe, nommer ce qui se passe, sans faire porter le blâme, le préjudice à une personne en particulier, mais en comprenant qu'il s'agit d'une responsabilité collective. Qui dit responsabilité collective dit que cela fait appel à une réponse collective. Et je crois que c'est ça qui est important. Réponse, donc responsabilité collective, réponse collective, et par réponse collective, notamment dans les sociétés africaines, cela s'est souvent passé et se passe, soit par la pratique de rituels, de cérémonies, euh, par exemple par des chants, par exemple. Euh, c'est quelque chose qui a été très pratiqué, euh, notamment, alors je sais en Afrique du Sud notamment, euh, aussi dans la région des Grands Lacs, pour accompagner les personnes victimes de violences. Donc ça va être des groupes, des regroupements de personnes qui vont être ensemble et qui vont chanter. On sait qu'avoir une pratique de ce type va permettre, accompagner la régulation du système nerveux. Et d'autant plus quand cela se passe en groupe. Il n'y a pas une seule personne qui est stigmatisée, mais c'est le groupe qui prend et qui porte cette responsabilité. Je crois que ça aussi, c'est différent. Et c'est, euh, quand on regarde de ce point de vue, notamment juste ces trois choses que j'ai nommées, on se rend compte que ce n'est pas qu'il n'y avait ni prise en charge de santé mentale, ni problème ou situation, euh, je dirais, délicate liée à la santé mentale, c'est que non seulement il y avait d'autres manières de nommer cela, qui ne font pas forcément référence à des maladies, donc qui ne pathologisent pas ces états-là, mais aussi d'autres réponses, des réponses communautaires qui étaient apportées et des réponses apportées qui faisaient partie de l'organisation, je dirais pas quotidienne, mais de l'organisation courante en fait, avec des périodes dédiées, des moments dédiés à être en communion, où l'objectif n'est pas tant de, je dirais, chanter ou bien chanter, mais surtout de faire communion à travers une activité. Ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être la confection de pagnes, la confection de colliers en perles, par exemple,
Je pense notamment aux femmes du village de Umoja au Kenya qui ont encore cette pratique de confectionner toutes ensemble des colliers leurs colliers de perles euh, traditionnels, traditionnels, pardon. Voilà, je pense à à toutes ces pratiques-là. Euh, et donc, oui, arriver avec la figure d'une personne qui endosse le rôle de psychologue ou psychiatre ou référent en santé mentale et qui va arriver avec un vocabulaire lié aux pathologies, ça, c'est quelque chose de nouveau. Oui, ça fait partie, je dirais, du système d'organisation moderne occidental. Et j'insiste sur moderne occidental, parce que même dans le monde occidental, la prise en charge de santé mentale n'a pas toujours été faite de cette manière-là. Elle n'a pas toujours été faite uniquement par une personne et uniquement, je dirais, par le corps médical. Donc je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'important à souligner. Il s'agit, ce qui est nouveau, c'est la prise en charge par une personne désignée comme psychologue, psychiatre, référent en psychologie, en santé mentale, enfin peu importe, psychanalyste, peu importe le nom que cette personne va prendre, et le fait que certains troubles soient justement soit qualifiés de troubles, soit pathologisés, soit associés à des maladies, à des pathologies, c'est-à-dire que ça n'est plus considéré comme quelque chose de normal. Qu'est-ce que j'entends par normal? Comme une réaction normale à une situation donnée. Quand on et j'ai déjà donné plusieurs exemples hein, au début de la vidéo, quand on regarde l'état actuel du monde, comment faire preuve d'anxiété, avoir des troubles d'anxieux, c'est une réaction normale en fait, quand on regarde tout ce qui se passe. C'est pas quelque chose d'extravagant, ou c'est pas parce qu'on est trop sensible, ou parce qu'on ne fait pas d'efforts, ou parce qu'on se laisse aller, ou parce qu'on est une mauvaise personne, etc. Ça n'a rien à voir. C'est une réaction du corps, de l'être normal. Et c'est une réaction à un phénomène collectif en fait. Quand on prend, que ce soit la pollution, etc., c'est un phénomène collectif qui, normalement, fait appel à une responsabilité collective et une réponse collective. Voilà, c'est ce que je voulais souligner dans cette vidéo. J'espère que ça a été assez clair. Euh, En attendant, ce sera tout pour moi. Prenons soin de nous et des autres. À bientôt.